Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani. Aujourd'hui, nous parlons de sécurité. Comment évolue la situation sécuritaire dans le pays? Depuis quelques semaines, les forces armées maliennes ont lancé des opérations antiterroristes dans plusieurs parties du pays. Selon l'état-major des armées, ces actions ont permis de neutraliser plusieurs terroristes, dont certains cadres d'organisations djihadistes. Au nord et au centre, des populations saluent cette offensive des FAMA. Pendant ce temps, la tension monte entre le Mali et certains partenaires européens. Le Royaume du Danemark a annoncé ce jeudi le retrait de son contingent déployé au sein de la force européenne Takuba à la demande des autorités maliennes. Quelle analyse de cette nouvelle escalade? Comment évolue la situation sécuritaire sur le terrain? Y a-t-il une nouvelle donne sécuritaire? Nos invités sont Boubacar Ba du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, Dr Ali Tunkara, directeur du Centre d'études stratégiques et sécuritaires au Sahel, et Abaka Sambara, il est coordinateur de l'ONG GVIV à Mopti. Pour présenter ce débat, je m'appelle Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le grand dialogue. Chers invités, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Ali Tunkara, peut-on parler aujourd'hui d'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays? Merci pour la question. Je pense que l'heure n'est pas au bilan, mais ce qui reste observable, des changements importants sont en cours en matière même de ce qu'on pourrait qualifier de la tactique et même de l'opérationnel. Parce que si vous regardez jusqu'à une période récente, l'armée malienne a été beaucoup plus tôt dans ce qu'on qualifierait du jargon militaire, dans une posture défensive. Vous n'êtes pas sans savoir que des camps ont été régulièrement attaqués. Mais il y a 8 mois de cela, effectivement, la nouvelle donne doctrinale militaire a plutôt privilégié l'offensive, donc l'approche offensive. Donc on cherche à s'attaquer aux groupes radicaux violents. Mais là, pour comprendre les victoires qui sont remportées ça et là, notamment en particulier dans les régions dites centre du pays et une partie du sud, vous l'avez bien introduit, il y a 3 grandes opérations, je ne sais pas si l'on peut évoquer rapidement, qui sont en cours. Il y a d'abord Kélétiki 1 qui est dans le secteur de Nara, opération Kélétique 2 qui est dans la région de Sigassio, et une 3e opération qui est sur la route Serpente dans la partie de Banyangara-Koro, où les groupes radicaux avaient commencé à clairement gêner le passage des populations ainsi que les différentes mobilités auxquelles les communautés font l'objet, notamment la participation aux différentes activités liées aux foires, aux hebdomadaires qui sont tenues ça et là. Mais très rapidement, quand on prend ces 3 grandes opérations aujourd'hui en cours, ce sont des opérations qui sont non seulement conduites par des officiers très jeunes, donc clairement il y a une rupture totale avec la doctrine ancienne, mais au-delà de cette jeunesse élite militaire qui incarne ces différentes opérations, on a quand même un état-major aujourd'hui, le général Diarra, qui est très tactique, qui est très mobile, sans que si vous échangez un peu avec ces différents commandants qui sont à la tête de ces opérations. Donc vous voulez dire que les officiers qui conduisent ces opérations aujourd'hui sont beaucoup plus dynamiques, plus engagés que ceux qu'on a connus dans un passé récent? Incontestablement, ils sont d'une trame très étonnante en termes d'efficacité et de la pertinence. Mais cette efficacité, cette pertinence trouvent leur légitimité aussi dans le fait que l'état-major général des armées est quand même aussi relativement jeune quand on regarde, quand on le compare aux autres états-majors qui se sont succédés à la tête de différents corps d'armée. Donc naturellement, en fait, si vous voulez, auparavant, le fil passait difficilement. Imaginons, il y a une attaque terroriste dirigée contre
Douentza ou Boni, les réponses étaient très tardives, mais au-delà du retard accusé en termes de réponses, ce n'était pas forcément des réponses appropriées parce que la dynamique déclenchée lors de ces attaques n'avait pas une suite logique en termes de traitement qui réservait Bamako à partir des différents états-majors. Donc tout cela aujourd'hui, objectivement, a commencé effectivement à avoir un nouveau visage. Alors, Boubacar Ba, vous êtes également chercheur, vous êtes spécialiste du centre du pays. Quelle est la situation sécuritaire dans cette partie du pays aujourd'hui? Bon, merci beaucoup. Je remercie le studio Tamani et mon collègue Tonkara et Kassambara. Et j'avoue qu'il y a quand même des mutations, comme l'a dit Ali. Mais il faudrait quand même voir d'où est-ce que nous sommes partis pour arriver à ce contexte. Bon, aujourd'hui, on peut dire que dans la région de Mopti, les foyers de conflictualité se retrouvent dans 4 secteurs. Et d'une façon générale, même dans le centre, hein, parce que ce n'est pas seulement Mopti. C'est-à-dire qu'il y a la zone de Djenné-Mopti, qui est vraiment une zone d'opposition systématique entre Dozo et djihadistes, avec l'encerclement de Marebougou, qui a connu un dénouement récemment avec les médiateurs locaux. La zone Douentza, c'est-à-dire Bandiagara-Douentza, c'est-à-dire la zone des falaises, qui est une zone d'affrontement meurtrier. Et la zone du Gourma central, ça c'est entre groupes djihadistes eux-mêmes, les gens de l'EGS, l'État islamique au Grand Sahara, et ACMI et JNIM, le groupe de soutien à l'islam aux musulmans. Ça, c'est la 3e zone. Et la 4e zone, c'est la zone de Nyono, à partir de Farabougou, et puis qui s'est amplifiée dans la... Voilà des zones aujourd'hui de conflictualité. Mais avant d'arriver là, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu un bilan sécuritaire complexe. Et entre 2018 et 2020, nous avons eu la base de Djoura, la base de Soumpi, la base de Oulkessi, la base de Chouala, la base de Nampala, la base de Ndeliman qui ont été attaqués et détruits par ces hommes armés et qui ont même récupéré des armes. Après, nous avons eu des clashs communautaires très graves. Et je parlerai rapidement de Ogosagou, de Sobanda et autres. Maintenant, il y a ce qui va se passer dans notre discussion, l'arrivée des Russes et puis les mutations internationales de la nouvelle géopolitique dans le Sahel. En tout cas, voilà les contextes complexes et puis leurs implications au niveau local. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les opérations dont on parle et dont certaines populations saluent, est-ce que ces opérations, les résultats de ces opérations sont visibles sur le terrain? Bon, moi je crois qu'il est difficile dans un débat comme celui-là d'être très précis par rapport aux opérations, parce qu'il faut demander ce qui mène les opérations pour comprendre, parce que les opérations en elles-mêmes, elles sont cachetées quand même de secret défense. Bon, ça c'est un, mais nous apprenons ce qui se passe sur le terrain. Moi je pense qu'il faudrait être prudent, hein, et on va analyser ça en profondeur. Moi, ma problématique, ce n'est pas les opérations en tant que telles. Quelle est la finalité des opérations? Est-ce que les populations sont aujourd'hui rassurées par ce qui se passe? Bon, il faut être nuancé. Il y a une catégorie de population qui pense que ces opérations sont salutaires et elles pensent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Mais il y a d'autres catégories qui pensent qu'elles sont menacées. D'accord. Voilà. Et là, il faut vraiment le disséquer clairement. Et dans l'intérêt même de ce pays, il faut dire la vérité aux Maliens pour que nous tous nous comprenions dans notre intérêt et non parler dans l'intérêt d'un groupe au détriment d'un autre. D'accord, nous allons en parler. Abba Kassambara, vous êtes à Mopti, dans le centre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une appréciation de ces opérations qui se déroulent dans votre région? Est-ce que c'est des opérations salutaires qui ont permis de neutraliser, comme l'a dit l'état-major, plusieurs groupes terroristes? Merci au studio Tamani. Je salue les grands frères Boubacar Ba et Dr Tonkara, mes co-débatteurs. Donc, merci beaucoup pour cette question. Permettez-moi d'abord de féliciter l'armée malienne. Parce que vous savez qu'il y avait seulement 1 ou 2 mois, la population de Bandiagara avait marché, avait même allé jusqu'aux désobéissances civiles.
Aujourd'hui, c'est la première quand même à sortir pour féliciter l'armée malienne. Donc ça veut dire qu'il y a eu gain de cause. Pour revenir à votre question, si la population est vraiment sans qu'il y ait des résultats, et la route poisson, aujourd'hui, elle est circulable. Même s'il y a des couacs, même aujourd'hui, quand même, il y a eu au poste de Songo et un truc, mais ça, c'est vraiment infime par rapport à ce qu'on connaissait auparavant sur cette route-là. Donc, ça veut dire que les opérations qui sont en train d'être menées sont en train vraiment d'apaiser les esprits des populations qui sont là. Pour une première fois qu'un contingent puisse aller à Mondoro sans incident, c'est fait dans ce dernier temps-là. Même si aujourd'hui, j'aurais appris qu'il y a eu des mouvements là-bas qui sont en cours. Donc ça veut dire que dans l'ensemble, dans la région de Mopti, l'armée malienne est en train d'avancer. Et d'avancer à travers quoi? Je l'avais eu à le poser une fois au contingent européen qui était là. Pourquoi, malgré les instruments qu'ils ont en renseignement, malgré les techniques qu'ils ont, des colonnes de motos, des centaines de motos viennent attaquer et s'éclipser dans la nature, dans le désert, comme ça, où il n'y a pas de forêt. Ils disent qu'il n'y a pas de contrat de renseignement entre eux et l'armée malienne. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'armée malienne, avec la présence des instructeurs russes, ont des renseignements. Et c'est ces renseignements qui leur permettent d'être vraiment opérationnels et d'avoir le dessus sur le truc. Et nous connaissons pas mal c'est-à-dire, je ne dirais pas des groupes armés qui sont en train de se rendre et certains sont aussi neutralisés. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette montée en puissance des forces armées maliennes est due au fait qu'elle n'a pas, entre guillemets, de nouveaux partenaires russes? Non, je dis d'abord, elle est due d'abord à la détermination de ces hommes et femmes qui composent cette armée. Et je salue ici, il n'est pas bon de prononcer certains mots, le commandant de zone qui est là, Omar Traoré, depuis son arrivée, et tous ceux qui l'ont précédé. Malheureusement, il y avait une mainmise sur ces hommes-là. Ça, il faut le dire aujourd'hui. À chaque fois qu'un commandant de zone essaie de travailler ici, on le met ou bien on lui donne une bourse d'études. Ça veut dire que leur opérationnalisation même ne plaisait pas à certains ici. Je donne un exemple. Philippe Sangaré, quand il était là, il avait commencé à aller sur le terrain, à faire le truc, on lui a donné une bourse. Amara Doumbia, qui est aujourd'hui, que je salue très bien, qui est le gouverneur de Nara, quand il avait commencé, il a même été sur le terrain à Boulikessi, il a séjourné là-bas pendant combien de mois. À son retour, on l'a dit. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens qui ne voulaient même pas que nos hommes-là soient sur le terrain et qu'ils soient efficaces sur le truc. Et à chaque fois qu'ils commencent le truc, on se lève derrière eux pour parler des droits de l'homme ou autre chose. Donc ça veut dire que c'est comme si on tire les militaires maliens, on ne parle pas des droits de l'homme ou des droits internationaux humanitaires, mais quand les militaires maliens se défendent pour défendre leur population et leur parti, on les menaçait avec ces droits internationaux humanitaires. D'accord. Docteur Ali Toungara, vous avez donné une explication qui est le fait que nous avons assez de jeunes officiers, et même au niveau de l'état-major, mais comment comprendre aujourd'hui la détermination des forces armées maliennes, comme l'a dit Abba Kassambara, qui trouve que les officiers, l'armée aujourd'hui est plus déterminée qu'il y a quelque temps? Quelle explication à cela? Non, je pense que les facteurs sont pluriels. Déjà, il faut rappeler qu'il n'y a pas un seul poste aujourd'hui qui ne détient pas un drone, qui pourrait avoir des capacités limitées, mais en tout cas, tous les postes sont presque dotés de drones, ce qui est très intéressant en termes de collecte d'informations. Or, il y a juste à peine 3 mois, le renseignement était essentiellement humain. Donc voilà, je ne suis pas militaire, mais je sais de quoi je parle. Voilà, donc ce qui fait que, naturellement, parce que dans cette lutte contre les groupes radicaux violents, avec le référentiel musulman, le renseignement reste une denrée tout à fait capitale pour vaincre l'ennemi. Au-delà de ces outils que le Mali vient d'acquérir auprès du partenaire russe,
naturellement, il faut aussi rappeler le fait que les différentes opérations sont quand même portées par des jeunes officiers. C'est vrai, lesquels jeunes officiers viennent de recevoir des formations dans les différents établissements militaires, lesquelles formations ont clairement mis le focus sur des dimensions anthropologiques du conflit. De façon simple, pour que nos auditeurs et téléspectateurs comprennent, si vous regardez un peu les enseignements classiques des écoles militaires, sont des enseignements certes pertinents, mais qui n'ont pas du tout accordé une place à cette dimension humaine dans le conflit. Or, aujourd'hui, les formations pré-déploiement, avant que les hommes ne soient sur des théâtres sensibles, il y a toute une gamme de modules en lien avec la manière dont les populations effectivement vivent, comment les cultures, les aires culturelles, les terroirs contiennent des valeurs. Tout ceci est enseigné aujourd'hui dans nos écoles militaires. Mais je pense que un des changements majeurs, il faut quand même le rappeler, le fait que ces jeunes, on les a confiés la lieutenance des opérations sensibles, mais dans le même temps, derrière les différents états-majors, qu'on soit de l'armée de terre, l'armée de l'air, la garde nationale, la gendarmerie et même à certains égards le corps en lien avec la sécurité tel que la police ou la protection civile, sont des états-majors effectivement qui agissent de concert. Il y avait quand même un décalage parce que quand vous échangez un peu avec les chefs de commandant, enfin le commandant des jeunes dans les couloirs, ils vous diront que voilà, parfois ils passent des appels à Bamako en termes de renfort d'hommes ou même de certains équipements, mais lesquelles demandes sont difficilement satisfaites, voire pas du tout. Mais est-ce que cela a été dû à une mauvaise volonté des autorités d'alors? Qu'est-ce qui a expliqué cela? Ou une mauvaise organisation? Non, je pense qu'il y avait trop d'insuffisance, il faut être quand même lucide. On ne peut pas nier que le président Keïta n'avait pas fait de son mieux dans le cadre de la lutte contre les groupes radicaux violents, ne serait-ce que des montants élevés ont été attribués à l'armée dans l'acquisition de nouveaux équipements, mais dans le même temps, le traitement même du personnel militaire. Mais au-delà, je pense qu'une des tares qui caractérisait l'armée malienne jusqu'à une période récente résidait dans le fait que le leadership, il était trop inféodé aux politiques. Aujourd'hui, voilà, le chef d'état-major général des armées, il a le cutus de la part du président de la République, effectivement, d'engager toutes les opérations qui lui paraissent pertinentes, que ce soit opération Maliko, opérations Kélétigui et des opérations qui sont aujourd'hui réfléchies à partir des différents états-majors et qui sont validées par les politiques. Gassambra a bien fait de rappeler quand même qu'il y avait des gènes qu'on ne pouvait pas les dire quand on est proche des militaires qui ne permettaient pas, en tout cas, d'arriver à certains résultats probants auxquels une bonne partie du centre fait l'objet. Ce qui est dit bas, c'est quand même important, on ne peut pas l'occulter non plus. Dans la foulée de ces victoires qui sont remportées ça et là, il y a quand même des communautés qui sont inquiètes. On ne va pas se permettre de rentrer dans l'étiquetage. Et moi, je viens de passer une semaine sur le terrain, dans les parties du centre du pays. Effectivement, on a quand même une partie également de la communauté, par peur d'amalgame, par peur justement le fait que un de leurs serait à la tête d'une Katiba ou d'un groupe radical violent, qu'on finit par les assimiler toutes ces communautés à des groupes radicaux violents. Donc ça, ce sont des craintes qui sont très légitimes aujourd'hui, et lesquelles craintes doivent être sérieusement traitées par l'état-major si il veut arriver à des résultats qui soient non seulement acceptés par les Maliens, mais que les résultats ne créent pas d'autres sources de tension dans la durée. Alors, Boubacar Ba, vous venez en tout cas d'énumérer les principales zones conflictuelles dans le centre. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de la situation, on peut parler de montée en puissance de l'armée dans ces endroits-là? Ou non, on peut dire que l'armée la montée en puissance de l'armée est très claire, ça a été dit par les deux collègues. Et puis, honnêtement, la stratégie actuelle développée par le Mali est une stratégie de rupture. Ça, c'est clair. On n'a pas besoin, mais la question essentielle, il ne faut pas jubiler tout. Vous savez, cette guerre que nous menons contre des groupes armés radicaux, qu'ils soient djihadistes ou même qualifiés de terroristes souvent, c'est une guerre d'usure.
Et c'est une guerre qui n'est pas seulement dans une seule zone. On parle du centre du Mali aujourd'hui. N'oublions pas qu'une partie du centre du Mali touche le Gourma central qui jouxte les 3 frontières, les 3 pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, les communautés qui sont dans la zone exondée de la région de Mopti ont des liens avec d'autres communautés. Je parle un peu des communautés de Seno, avec les communautés des Djelgobé du Burkina Faso et les Tolobé du Niger. Il y a des liens historiques, il y a des mariages. Donc quand vous touchez une communauté, vous touchez une autre communauté. Troisièmement, les modes d'opération de ces groupes armés, c'est des modes transversaux. C'est-à-dire qu'ils sont dans les zones frontalières, sur un rayon de 100 km, ils peuvent attaquer et se retrouver dans un autre pays sur 50 ou 30 km. Bon, donc ça, c'est des guerres d'usure. Même en Afghanistan ou en Syrie, des pays qui ont des grands moyens n'ont pas pu vaincre immédiatement. Moi, je vais vous dire seulement quelque chose pour aller dans le sens de mes collègues. J'ai lu le général Trinquier-Roger, qui est un Français, un officier, qui est spécialiste de la guerre. Il a écrit un ouvrage, La guerre moderne. Il analyse la guerre aujourd'hui sur 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle le niveau stratégique. Ça, c'est le but du niveau stratégique, c'est d'aller à la coercition. Il y a le deuxième niveau, le niveau opératif. Ça, c'est la traduction multiple des manœuvres et les déploiements. Et le troisième niveau, c'est le niveau tactique. Le niveau tactique, c'est la gestion des combats et le contrôle des axes. Et tout ça, ça s'est fait sur 3 éléments, la coercition, la stabilisation et la normalisation. Moi, ce que je pense en toute honnêteté, en tant que chercheur, en tout cas malien, qui pense qu'il faut avoir de la retenue, c'est qu'il faut éviter qu'à Bamako, qu'on mette les gens ensemble dans des assises et qu'on accepte qu'on doit aller à la paix et que de l'autre côté, qu'il y ait des amalgames. Les amalgames, c'est quoi? Donc il y a déjà des cas d'amalgame que vous avez recensés. Mais il y a des cas d'amalgame, ça on ne peut pas les cacher. Aujourd'hui, on n'arrive pas dans le pays à comprendre qui est djihadiste, qui est touriste. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des communautés Peul qui sont au devant du combat, ça c'est clair. Il y a des communautés Dogon, il y a des Katiba Dogon dans la zone de Koro. Vous avez vu comment dans la zone de Koro, depuis 2020, les communautés ont négocié entre elles-mêmes, c'est-à-dire Monobomé et les djihadistes pour dire nous ne voulons plus d'acteurs pour intervenir. Toute la zone de Koro, les 14 communes aujourd'hui, ils ont cultivé leurs champs, ils ont trouvé des accords locaux et une partie des Bankas. Aujourd'hui aussi, dans la région de Sikasso aujourd'hui. Mais suivez un peu ce qui se passe. Les chefs des Katiba dans la région de Sikasso, ce n'est pas des Peuls. Dans la région ce qu'on appelle la zone du Sahel occidental. Donc c'est compliqué, comme l'a dit le docteur Tunkara. C'est-à-dire qu'il faudrait analyser, toucher les acteurs dans leur niche. Ça, il faut des moyens pour les cibler et éviter de rentrer dans des villages et attaquer à des communautés dans les villages. Moi, c'est ça qui est dangereux. Et ça, il faut vraiment que l'armée fasse beaucoup attention à ça parce que ça peut compliquer la situation, ça peut créer des vengeances et des haines entre les communautés. Mais jusqu'ici, l'armée, en tout cas les autorités militaires, n'ont signalé aucun cas d'exaction, de bavure de l'armée dans ces opérations. Ami, il y a des exactions, il y a des bavures. Ce qui s'est passé à Niaouro il y a quelques semaines, dans le cercle de Djenné, dans la commune de Fakala. Il y a eu des gens qui sont venus là-bas en tenue, ils ont attaqué des gens, il y a eu des morts, des gens ont été emportés, des domiciles ont été brûlés. Je ne dis pas que... Est-ce que c'était des militaires? Est-ce qu'on avait la preuve que c'était des militaires? Ils étaient en tenue militaire? Messieurs, je vous dis, on n'est pas des militaires ici, on est des analystes. Mais nous partons sur des approximations. Quand dans des villages, des gens viennent en tenue, ils attaquent des populations sans coup férir. On tue, on enlève, on brûle. On se pose des questions. Même si ce n'est pas des militaires, comment des gens peuvent avoir des tenues militaires avec des véhicules militaires, avec des tout dans des drapeaux et venir attaquer un village un matin, alors que les djihadistes sont à 30 km. D'accord. Abba Kassambara, est-ce qu'au niveau de Mopti, vous avez eu vent de ces cas d'exaction, de bavure de l'armée depuis que ces opérations ont commencé? Bon, franchement parlant, je respecte peut-être l'opinion du grand frère Ba. Et partout il y a eu attaque ou exercition, c'est sur les nids de ces groupes armés que je n'aimerais pas moi appeler djihadistes parce qu'ils ne le sont pas pour moi, qui ont été faites. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas eu écho, je n'ai pas entendu qu'il y ait eu de bavure, franchement parlant. En tout cas, ce que je suis en train d'entendre, qu'il y a maintenant des gens qui sont en train d'abandonner vraiment le terrain pour se rendre aux forces de défense et de sécurité. Mais dire qu'il y a eu de bavures ou autres,
je n'ai pas quand même eu connaissance. Peut-être que les gens n'ont pas les mêmes sources d'informations, n'ont pas les mêmes trucs. Il peut y avoir, hein, mais moi, à mon niveau, je n'ai pas entendu. Alors, vous, en tant que population civile, est-ce que vous avez des initiatives en soutien aux forces armées dans ces opérations-là? Bon, les initiatives que nous avons, ce n'est que leur montrer, leur motiver et leur faire savoir que réellement les gens ont besoin que cette sécurité puisse venir. Et comme l'avait dit le docteur, auparavant c'était des renseignements humains qui étaient là. Aujourd'hui que les gens, nous constatons qu'ils sont vraiment outillés en moyens de renseignement, et à chaque fois que les gens voient des mouvements suspects ou des choses qu'ils ne reconnaissent pas, ils font appel. Et aujourd'hui, les gens reconnaissent que, auparavant, quand vous appelez, même s'il y a une exaction, la réponse tardait à venir. Et quand la réponse venait également, il n'y avait pas aussi de suite favorable. Mais actuellement, dès que les gens soupçonnent, et nous voyons des mouvements, des patrouilles qui se font même à l'intérieur même des villes, et aujourd'hui, ça a commencé, qui n'existait pas. On interpelle à partir de 21h, 22h, des voitures, on les arrêtait, on faisait la fouille convenablement, chose qui a commencé à vraiment apaiser les esprits des uns et des autres. Les routes ont commencé les activités. Aujourd'hui, ça fait combien de mois, on n'entend pas d'ici Gao qu'il y a eu un truc sur la route. La route de Gao et la route du Poisson sont vraiment en train d'être sécurisées. Et voilà pourquoi même les heures de fermeture et d'ouverture ont été prolongées actuellement. Alors, docteur Ali Toungara, vous l'avez dit, hein, vous craignez, il faut craindre des cas d'amalgame, comme Boubacar Ba aussi l'a dit, mais est-ce que aujourd'hui, vous pensez que les forces armées maliennes sont moins regardantes sur les questions de droits de l'homme qu'auparavant? Alors, c'est vrai que j'ai quand même la chance d'intervenir dans presque toutes les écoles militaires. Il n'y a pas un seul élément aujourd'hui de l'armée malienne qui ne serait pas bénéficiaire de ces formations. Ça, c'est quand même à saluer, grâce aussi aux efforts de partenaires. C'est là que vous allez comprendre que l'un ne peut pas aller sans l'autre, en fait. Mais fondamentalement, beaucoup de militaires voyez ce respect des droits fondamentaux, notamment ceux liés à la protection des civils. On entend par civil toute personne qui ne prend pas directement part aux hostilités. Lorsqu'on est complice, on n'est pas civil, on perd son statut de population civile. Alors, je pense que beaucoup d'éléments, notamment les jeunes, vous voyez le respect des droits de l'homme comme une sorte de frein à l'efficacité militaire. Or, on les montre, enfin, on donne des cas concrets dans les différentes écoles militaires pour dire attention. Au nom de la lutte contre les groupes radicaux violents, ne grossissez pas le rang de l'ennemi. Je prends juste un exemple. Un terroriste s'est invité dans un marché donné. Alors, au nom de la lutte contre les groupes radicaux violents, vous avez été gazé tous les marchés, ou vous avez été, à la limite, maltraité tous les marchés. Naturellement, au lieu de lutter contre les groupes radicaux violents, vous avez plutôt contribué à grossir les rangs. De la même manière également, moi je peux être un terroriste, mais mes enfants ne le sont aucunement, mes neveux ne le sont aucunement. Je suis arrêté par l'armée et par ricochet, tous mes proches sont aussi maltraités ou arrêtés. C'est là qu'effectivement le droit international humanitaire a toute sa pertinence, parce qu'on dit aux militaires des rangs jusqu'aux officiers supérieurs, ne confondez pas l'ennemi aux populations. Au nom de la lutte contre le terrorisme, ne grossissez pas le rang de l'ennemi. Il faut toujours poser la question, à quoi sert mon action? Est-ce c'est moi-même qui suis à l'origine de mon action? Je pose une telle action pour quelle finalité? Je pense qu'effectivement, on ne peut pas nier dans toutes les armées sans exception, lorsque des actions sont conduites à la suite, par exemple, d'une embuscade ou d'un attentat terroriste, très souvent ce sont des actions qui ne sont pas sérieusement nourries par des renseignements sérieux. Vous sautez sur une mine à l'entrée d'un village, le réflexe voudrait que
qu'on étiquette le village en question comme complice. Vous voyez, c'est là que le cas de bavures sont parfois inévidents. On ne peut pas les nier. On peut pas les nier. Même les grandes armées, on a vu quand même le cas de Bounty avec l'armée française. Quand vous vous intéressez un peu au cas afghan en Afghanistan avec les États-Unis, il est extrêmement important de garder à l'esprit attention. Nous nous battons pour qui? Quand on est une armée républicaine, on n'a pas à succomber à l'ethnicité, à la communauté, à la religion ou même à la géographie. Ça, c'est extrêmement important. Je ne m'engage pas de l'armée parce que je suis un bois, je suis un peul, je suis un tamashek. Je m'engage de l'armée parce que je défends un État-nation, lequel État-nation a une prééminence sur toutes les singularités. Mais malheureusement, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, le risque est parfois quand même évident. Lorsque les opérations d'une telle envergure sont engagées, que certaines actions heurtent les sensibilités ou même s'inscrivent dans ce qu'on pourrait qualifier de la confusion ou de l'amalgame. C'est une évidence. Je viens de Djabali, un peu côté Banyangra, où des voix vont dans ce sens, lesquelles voix il faut les prendre au sérieux, de ne pas dire non, ils sont complices, non, ils seraient proches de Hamadoun Koufa ou ils seraient proches de Yadagali. Ça n'aide pas parce que l'État-nation, sa particularité réside dans le fait qu'on ne se fiche pas mal d'ethnicité ou de religion. Un État, que tu sois Peul, tu sois Dogon, tu sois Bambara, tu sois Tamashek, il a une équidistance vis-à-vis de tous ces flux. Ça, c'est extrêmement important. Je pense que cet enseignement, on le partage avec le militaire, tout en espérant que sur des chats sensibles, ils arrivent à l'appliquer. D'accord. En dehors de ces cas d'amalgame qu'il faut craindre, docteur Ba, est-ce qu'aujourd'hui, comment rendre pérenne ces victoires de l'armée malienne, si on peut le dire ainsi, cette montée en puissance? Non, c'est-à-dire, la réalité, le Mali a fait un choix en partant avec des partenaires russes, en définissant de nouvelles stratégies. C'est un État souverain. Et après 8 ans, chaque État a la possibilité d'évaluer. Et tout le monde sait aujourd'hui quand même que cette guerre, qui a commencé en 2012, s'est accentuée et en 2015, s'est mutée dans le centre du pays, avec tout ce que nous connaissons. Oui, je veux dire, comment faire en sorte que cette montée en puissance de l'armée puisse être pérenne? Oui, je vais vous dire. Par exemple, les zones libérées, que les groupes djihadistes ne reviennent plus dans ces... Mais c'est là où c'est très compliqué. Si vous avez écouté tout de suite, c'est que le docteur Tonkara vous a dit, lui qu'il connaît, un peu ce qu'on enseigne dans les écoles humanitaires, dans les écoles de formation des militaires. La réalité... Et même si l'armée est montée en puissance et que nous commençons à organiser ces gens ont plusieurs zones. Ils sont dans des zones cachées, difficiles d'accès, parce que nous avons des forêts naturelles, nous avons des zones. Nous avons aussi des zones villageoises où ils s'approchent et il y a des zones où il est difficile même de les voir. Donc si l'armée aujourd'hui arrive à ratisser dans les zones villageoises et avancer, le danger, c'est quoi? C'est qu'il va être difficile, je dis bien dans le contexte actuel, c'est très difficile, même si ces groupes disparaissent, de rétablir aujourd'hui l'autorité dans ces villages. Parce que regarde, il y a une fracture dans tous les pays, il y a une grande occupation. Le deuxième problème, la deuxième difficulté, c'est que ces gens, ils ont eu le temps de s'incruster dans les communautés. Et il est difficile de faire la différence entre qui l'est, qui ne l'est pas, qui est djihadiste, qui ne l'est pas. C'est difficile. Bon, comment gérer le problème? C'est d'abord de prendre en compte le droit humanitaire, d'essayer d'éviter d'attaquer les villages. Parce que dans les villages, dans le droit... Mais si ce sont les villages leur refuge... Non, mais si c'est le village dans le refuge, on peut arrêter les gens dans les villages. Ça c'est clair, pour vérifier. L'armée a le pouvoir de faire des arrestations massives. Mais quand ils arrêtent, ils savent, quand ils recoupent, qui n'est pas dans. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un m'a raconté une histoire. Même à partir de la main de quelqu'un, tu peux savoir s'il a touché une arme ou pas. Si c'est un cultivateur simple ou pas. Si c'est un marabout qui n'a jamais touché une arme, qui écrit. Tout ça, ça fait partie de la psychologie de la guerre. Mais quelqu'un que tu rencontres en train d'aller au marché, même s'il est djihadiste, tu n'as aucun droit de le fusiller comme ça. Tu ne peux pas. D'accord. Donc il faudrait, contrôler l'action et essayer de rentrer dans les villages et tuer les gens. C'est ça qui est dangereux. Donc moi, je pense qu'on n'apprend rien à nos militaires, on les fait confiance. Nous pensons qu'aujourd'hui, on a intérêt à aller cibler des acteurs dangereux
qui ont créé la violence dans le pays, les attaquer en profondeur et les détruire et abandonner un peu les villages. Parce que la complicité dont on parle là, elle est relative. Il y a des gens qui sont restés, qui ont peur. Il y a des gens aujourd'hui qui... Regardez, on coupe les pantalons des gens. Je donne un exemple aussi pour illustrer, c'est important. Vous savez, qu'est-ce que ces gens ils font? Ils coupent les pantalons, tu mets la barbe. Si tu ne le fais pas, tu quittes le village. Ces gens, ils viennent dans les marchés. Quelqu'un, on vient, on coupe ton pantalon, tu as une barbe. Un citoyen simple, on te voit dans le marché, ah bon, tu es pris. Est-ce que tu penses que tu es djihadiste? Donc il y a une psychologie. Il y a aussi l'effet du droit humanitaire qu'il faut prendre en compte pour éviter à ce qu'il y ait des vengeances perpétuelles dans notre pays. Moi, je vais dans ce sens. Je ne suis pas du tout contre qu'on ratisse, qu'on cherche ces gens parce qu'ils ont créé du malheur, qu'on les traque. Et si possible qu'on les juge aussi, parce que à quoi ça sert l'état de droit? C'est même d'arrêter les criminels aussi, les juger. Donc il y a beaucoup de facettes. Moi je pense que nous sommes un pays de droit, nous sommes un pays de vieille civilisation, nous avons des valeurs, il faut les défendre. Moi, voilà un peu ma vision et ma stratégie par rapport à la question. D'accord. Bon, Abba Kassambara, vous êtes à Mopti. Pendant qu'on salue cette montée en puissance de l'armée malienne, il y a quand même des tensions entre le Mali et certains de ses partenaires, comme la France et ses alliés. Et la preuve, hier seulement, le Danemark a décidé de retirer son contingent qui devait être déployé dans le cadre de la force européenne Takuba ici au Mali, à la demande des autorités maliennes. Est-ce que vous, le fait que ces tensions existent entre le Mali et ses partenaires, ça vous fait pas un peu peur? Bon, ça ne nous fait pas un peu peur parce que nous commençons à avoir confiance à nos autorités. Nous commençons à avoir aussi vraiment un esprit très calme par rapport à tout ce qui se passe. Parce que nous sommes là depuis 2012 jusqu'à présent. Nous ne comprenons pas la présence de l'armée française au Mali. Parce que ils sont venus à la demande du Mali, mais une fois qu'ils ont aidé le Mali à récupérer, qu'on a arrivé à Gao, ils ont stoppé le Mali. Pour coopérer avec qui? Donc si moi je t'appelle pour venir m'aider, tu n'as pas quand même, tu ne devrais pas m'arrêter en cours de chemin pour me dire bon, tu restes là et le reste du pays ne t'appartient pas. Alors que partout où nous portons, les lignes rouges autre chose, l'intégrité du territoire quand même fait partie. Mais pourquoi cette question m'est en ordre depuis 2012 jusqu'à maintenant? Pourquoi l'armée française a stoppé l'armée malienne et il les empêche d'accéder à une autre partie du Mali? Donc ça veut dire que pour nous, c'est la partition du Mali que la France veut. Parce qu'il faudrait souvent qu'on dise les choses. Et aujourd'hui, si nous avons vraiment les moyens vraiment de récupérer nos zones occupées par la France, je le dirais ainsi, et qu'on nous laisse le faire. Je suis vraiment d'accord que la souveraineté du Mali puisse être respectée et qu'il n'y ait plus vraiment une coopération de domination, mais qu'il y ait une coopération de collaboration entre le Mali et n'importe quel pays qui voudrait peut-être aider le Mali à sortir de cette crise-là. Donc, selon vous, ces partenaires français et autres ont été aussi inefficaces qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de crainte qu'ils se retirent? Non, on n'a aucune crainte par rapport à leur retrait parce que au départ, on avait un espoir. La France, c'était un espoir. Quand vous partez partout, vous avez des enfants qui ont porté le nom de François Hollande. À Konna, vous avez le monument de Damien Botté, le lycée François Hollande. À l'époque, les gens croyaient à la sincérité de la France. Mais actuellement, non. Et toute la communauté ici s'avère que réellement, ils ont quand même quelque chose de caché. J'ai eu la chance de participer à la première rencontre entre la partie malienne et la partie le 12 février 2016 au CID. Alors, je pense que nous avons perdu Abba Kassambara. Nous espérons le retrouver bientôt. Mais en attendant, Dr Ali Tounkara, quelle lecture faites-vous de, si on peut l'appeler ainsi, de cette escalade de tensions entre le Mali et ses partenaires européens? Alors, du point de vue analytique, je pense que, en toute objectivité, ce qui est mis en avant, ce qui est réellement la raison profonde ou les raisons profondes de ces bruits entre Paris et Bamako serait tout à fait différent. En fait, pour faire simple, aujourd'hui, les autorités maliennes, notamment celles qui assurent la transition, ont décidé de s'inscrire
dans un rapport d'égal à égal, que vous soyez juriste ou pas, quand vous vous intéressez au droit international, l'un des chapitres clés quand même porte sur ce qu'on appelle les domaines privés d'un État, les questions d'élection, les questions de réforme. Aucun autre État n'a le droit, au nom du droit international, effectivement, de s'immiscer. Comme vous pouvez comprendre, depuis quand un pays africain s'est invité dans des élections en Europe ou s'est invité dans des réformes qui sont amorcées par l'Union européenne? Je pense que, en toute objectivité, qu'on aime le militaire ou pas, ça c'est notre débat, ou que la transition soit prolongée ou pas, il ne faut pas confondre les ordres. Aujourd'hui, le Mali a des autorités qui ont pris leur courage en main de faire face à un Occident qui peine à s'inscrire dans un rapport d'égal à égal, en particulier la France. C'est la France qui pense toujours, à travers ses dirigeants, qu'elle a toute la latitude de définir l'horizon que le Mali doit suivre en termes de l'offre et la demande de sécurité, de définir l'horizon que le Mali doit suivre en termes même de modèle de gouvernance. Vous voyez, donc, on a affaire à une crise, si vous voulez, de considération, à une crise d'estime. Même si l'histoire de Wagner ou de la Russie s'est remise sur toutes les lèvres, mais quand vous creusez à fond, vous allez vous rendre compte que les autorités maliennes de la transition, une bonne partie de l'élite politique française au pouvoir, sont plutôt engagées dans on peut qualifier de la guerre ou pas, en tout cas, dans une tension purement géopolitique, géostratégique. Il faudra que les Maliens aussi comprennent qu'attention, les Occidentaux, qu'on soit avec les Français, les Russes, les Allemands, aucun pays européen, aucun pays occidental ne serait désintéressé. Il ne faut pas qu'on pense que la Russie aimerait le sang malien plus que l'Allemagne. C'est trop simpliste pour niveau analytique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette volonté de se soustraire du dictat de l'Occident et de s'affirmer en tant qu'État souverain et de définir l'horizon qu'État sûr, je pense qu'aujourd'hui, elle est sans appel. Maintenant, non pas au nom de cette volonté aussi, les autorités de la transition ont aussi intérêt de définir l'horizon, d'abord pour les Maliens. C'est là qu'effectivement, j'ai du mal à m'accorder avec elles. D'accord. Boubacar Ba, est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui une rupture entre le Mali et ses partenaires européens engagés dans le Sahel suite à ces différentes brouilles? Bon, il y a des difficultés réelles, ça c'est clair. Des difficultés sur le terrain, par exemple des accords militaires, car bon, ils vont s'accorder. Ça c'est clair, il y a des lectures différentes. Ça c'est un. Deuxièmement, nous avons passé aussi par plusieurs initiatives européennes. On est passé de Serval en 2013, qui était crucial, à Barkhane en 2015, et aujourd'hui on est à Takuba. Donc il y a eu une multiplicité aussi des stratégies, et peut-être même des stratèges qui ont compliqué la situation. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, moi je crois en tout cas très honnêtement, un partenaire ancien comme la France, qui a été un État colonisateur. La France nous a colonisés, nous sommes habitués et nous sommes indépendants depuis 60 ans. On se connaît. Et moi, je considère que la crise actuelle entre nous est une crise très complexe, mais elle n'est pas infranchissable. Parce que les gouvernants actuels du Mali veulent changer la donne, veulent donner de nouvelles orientations, comme l'a dit le docteur. Mais est-ce que l'implication de nouveaux partenaires comme la Russie ne risque pas de... Non, ça va poser des problèmes, parce que vous avez vu quand même la Russie a une stratégie différente de l'Europe. Et vous avez vu comment le Mali a, d'une façon en tout cas autonome et discrète, choisi ces gens. Bon, donc la cohabitation va poser problème, ça c'est un. La deuxième difficulté, et de plus en plus aujourd'hui, la Russie commence à occuper un terrain géopolitique. Il y a la Centrafrique, il y a la Libye, il y a le Mali. Donc il y a cette situation. Alors rapidement, la France dit qu'elle va rester, malgré que la Russie soit là, qu'elle avait décrié, une présence qu'elle avait décriée, la France dit finalement qu'elle va rester, qu'elle ne quittera pas le Sahel. Maintenant, comment faire pour d'abord baisser la tension entre le Mali et la France? Il faut négocier ensemble. Vous savez, des États ont des intérêts, et quand ça arrive à un État, c'est que les acteurs étatiques peuvent décider. Et je crois que le Mali a beaucoup à gagner avec la France.
France. Le Mali a aussi beaucoup à gagner avec la Russie peut-être, mais il faut négocier et trouver les moyens d'entente. C'est toujours la négociation qui a permis de mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, de négocier avec les nazis. C'est aussi la négociation qui a permis d'arrêter toutes les guerres dans le monde, Iran, Irak et autres. Je crois que le Mali peut vraiment, on a les capacités de négocier et de voir nos intérêts. Abba Kassambara, comment faire baisser la tension entre Bamako et Paris aujourd'hui? Bon, je pense que d'abord, il faudrait soigner le langage, qui est très peu diplomatique entre les autorités maliennes et les dirigeants français. Ça, c'est un. De deux, accepter d'aller à la révision des accords qui existent entre les deux pays. Et je pense que si les deux pays acceptent de s'asseoir et revoir leur système de collaboration, je pense que ça peut aller. La France, certes, c'est un partenaire privilégié puisque nous parlons français, nous partageons beaucoup de choses avec la France. Et à savoir aussi que la BBC aussi n'est pas un coopérant étranger, parce que depuis 1960 à présent, la BBC coopère avec le Mali sur tous les plans. Donc, moi, j'aimerais quand même que les gens acceptent de s'asseoir et de revoir les nouvelles collaborations, les nouvelles coopérations gagnant-gagnant qu'il peut y avoir entre les deux. D'accord, cela est bien compris. On termine par Dr Ali Toungara rapidement. Est-ce qu'il faut s'attendre à une redéfinition des partenariats dans le domaine sécuritaire au Sahel aujourd'hui? En quelques mots. Clairement, la redéfinition est en cours. Même la possible rupture aussi à consommer n'est pas écartée. Mais je pense que les deux l'ont dit, il faut quand même garder un cadre substantiel de dialogue parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Il ne faut quand même pas être naïf. D'accord, cela est bien compris et c'est sur ce que prend fin ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de la situation sécuritaire dans le pays. Nos invités étaient Dr Ali Tounkara, analyste également chercheur au Centre d'études stratégiques et sécuritaires au Sahel, et Boubacar Ba qui est également chercheur au Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel. Et il était au téléphone Abba Kassambara de l'ONG G-Vive à Mopti. Nous vous remercions. Merci à nos fidèles auditeurs de Mopti et téléspectateurs également. C'était à la présentation de ce grand dialogue Sikou Gadjigo. La mise en onde a été assurée par Mamadi Keïta. Régie vidéo Mamadou Ouattara. Merci à toutes et à tous et à demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.